Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti pour un nouvel épisode des vraies voix des JO sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver, les JO de Paris, comme vous ne les vivrez nulle part ailleurs, avec nos vraies voix exceptionnelles. Vous le savez, les membres du collectif des championnes et champions français que je vais vous présenter dans un instant. Au programme, jusqu'à 19h, nos deux débats. 17h30, nous parlerons des Jeux Olympiques, obligés de composer avec les conflits en cours. Une trêve olympique est-elle encore possible? Sur les quelques 10 500 athlètes venus de 204 pays à Paris, il y a des Palestiniens, il y a des Ukrainiens, il y a des Israéliens. La délégation israélienne, vous le savez, placée sous haute surveillance. Est-il possible de tenir les crises géopolitiques à l'écart d'un tel événement? Eh bien, vous nous dites ce que vous en pensez en votant sur nos réseaux sociaux, en nous appelant également au 0826 300 300. Dans la deuxième heure, le deuxième débat, cette cérémonie d'ouverture dans le plus grand secret, même si on commence à en connaître quelques détails. Coup d'envoi officiel en fait des JO demain, mais cette cérémonie inédite sur la scène, est-ce que Emmanuel Macron peut tirer profit de cet événement, de cette cérémonie d'ouverture? Là aussi on vous attend, 0826 300 300 et tous nos réseaux sociaux, Facebook, le compte X de Sud Radio, TikTok, et bien sûr vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube. Ce soir, nos vraies voix du jour que l'on salue autour de cette table, Pascal Eouzan. Bonsoir Pascal. Bonsoir Christine. Quadruple champion du monde de tumbling, président du collectif des championnes et champions français, tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Tout l'instant, tout va bien. Ça a bien démarré ces JO là? Bah écoutez, en tout cas, tous les sports par équipe sont entrés en jeu. Le tir à l'arc aussi, a priori, avec des belles perfs. Ouais. Ça, on va en parler. Avec nous également du collectif des championnes et champions français depuis ces Pyrénées, c'est Marion Cligné. Bonsoir Marion. Salut, ça va bien? Ça va très très bien. Marion, elle est double médaillée d'argent aux JO en 96 et en 2000. Pareil Marion, tout va bien. Regardez un peu les épreuves qui ont démarré. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est bien Marion. Je regarderai quand ça me parle et puis là, pour l'instant. Bon, le cyclisme, ça arrive, Marion, ça arrive. Voilà, ça arrive. Ils ont bloqué tout Paris hier pour faire les repérages, donc tout ça arrive. Également avec nous ce soir autour de cette table, Sébastien Delaigne qui est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Double champion du monde de pentathlon moderne avec, mesdames, messieurs, pas moins de 4 JO à son actif. Sébastien, pareil, un petit coup d'œil sur ces compétitions qui ont commencé. Vous en avez pensé quoi? Ah oui, je suis ça avec passion, forcément. Je suis un sportif dans l'âme et les Jeux Olympiques, c'est ce qui m'ont fait venir au pentathlon pour finir, parce que j'ai commencé par la natation, mais je suis toutes les épreuves, et notamment en ce moment le rugby, parce que je suis issu d'une terre du rugby, plus du 13 que de 15, mais là c'est du 7, donc c'est bien. Parce qu'autour de cette table, Occitanie est en force, et également avec nous, on est ravis de l'avoir ce soir avec nous, c'est Alex Darmon. Bonsoir Alex. Bonsoir Christiane. Journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, vous êtes auteur, je le rappelle, de ce documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, Alex Darmon, je vous le signale souvent dans Les Vraies Voix, avec Valérie Expert, mais qui est grand fan de sport. Oui, de rugby aussi, ça nous fait un point commun, parce que moi j'ai joué 25 ans, je joue encore au rugby, et donc j'attends avec impatience ce soir la demi-finale de l'équipe de France. Le quart de finale. Je suis déjà en avance. C'est bien, on va les battre les Argentins, on va les battre. Et puis Antoine Mazer qui est là avec nous, parce qu'on suit ces JO. Antoine, tout va bien? Stressé, hein? Ah, on a vibré avec l'équipe de France, malheureusement, il n'y a pas eu de victoire, mais bon, 21h ce soir, 21h30, peut-être un exploit monumental, parce que ça serait un exploit de battre ces Argentins. Eh ben, impossible n'est pas français. Oui. Exactement. Et ça sera à vivre en direct en intégralité sur Sud Radio. On vous donne rendez-vous dès 21h pour l'avant-match. On aura du beau monde encore. Daniel Herrero passera nous faire un petit coucou aussi. Donc n'hésitez pas, 21h, 22h pour vivre ce quart de finale historique pour le rugby à 7 français. Ça sera en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Est-ce qu'on peut saluer notre auditeur qui est une auditrice tout de suite? Bonsoir Maude. Bonsoir à tous. Comment ça va bien Maude? Ça va plutôt bien. Et vous-même? Oh bah super, ravi de vous avoir avec nous ce soir sur Sud Radio. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, à quel endroit exactement? À Saint-Denis. À Saint-Denis directement. Vous les avez suivis ces débuts de compétition ou vu passer la flamme, je ne sais pas. Alors, j'ai vu passer la flamme, mais j'ai pas suivi les débuts de compétition. Bon, c'est pour ce week-end, rassurez-vous. La cérémonie d'ouverture, vous êtes calé devant la télé demain? Non. Non?
Bah non. Oh Mais mon mari le saura. Il vous fera un débrief. Il vous fera un débrief. Je regarderai le meilleur. Moi, Oui. Je regarderai plus tard, faut pas tout me... Être obligé de tout regarder. On peut pas tout regarder. J'en connais qui ont acheté un deuxième poste de télévision pour ne rien rater. Comme ça, c'est réglé. Ils ont oublié qu'il y avait une télécommande. Vous aviez quand même un petit coup de gueule à pousser, un peu avec cette cérémonie d'ouverture. Dites-nous tout, Maud. Oui, parce que j'ai lu en fait que Céline Dion serait potentiellement payée 2 millions d'euros pour chanter. Alors, c'est une information qui a été donnée par un média américain, TMZ, qui n'a pas été confirmée par Paris ni le comité d'organisation. Effectivement. Mais ceci étant dit, j'ai quand même lu qu'il y avait alors, s'il n'y avait pas payé directement, ça serait dans les frais de production. Et qu'est-ce qu'on met dans les frais de production ? Tout. Les câbles, tout, hein, Alex ? Oui, tout. Producteur. Est-ce que ça vaut vraiment 2 millions ? Pour une cérémonie comme ça peut coûter très très cher. Hein. Vous savez, ça va être diffusé dans tous les pays du monde, donc ça veut dire qu'il faut multiplier, avoir une multidiffusion. Pas que pour elle. Comment ? Ça, je sais pas, j'ai pas l'information. Alors, a priori, vous savez, il y a des hélicoptères qui vont filmer, il y a tout ça qui va filmer, ça peut coûter très très cher. A priori, elle ne touchera pas de cachet direct. De ce que j'ai compris, mais tout ça, c'est sous réserve avec beaucoup de conditionnels. C'est pour couvrir les frais qui sont inhérents à son déplacement sur Paris, son équipe, etc. Oui, la location des chambres, les personnes qui a 20 personnes qui fait son équipe à peu près, ses gamins, enfin tout le monde quoi. C'est des choses qui peuvent choquer effectivement. Non, mais je suis pas choquée, je suis juste consternée parce que moi j'habite à Saint-Denis, vous voyez, c'est un peu la banlieue des pauvres. Donc effectivement, c'est un peu dur à avaler, quoi. Ouais, ça fait tout ce que a raconté les Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis, et puis en revoir les retombées. Je suis pas convaincue que ça nous rapporte beaucoup d'argent, mais beaucoup de dettes certainement. Alors, a priori, la Cour 159 milliards. Ouais, mais la Cour des comptes a mis son nez dedans, et a priori, ce seront des jeux quasiment à l'équilibre de ce que j'ai vu. Il faut attendre, bien sûr, à la fin de tout comptabiliser. Oui, avec un héritage surtout, et ça on le verra à la fin, un héritage sur les constructions. Mais vous avez raison, en mode ça peut choquer sur les cachets, mais tant qu'on n'a pas le résultat final de combien ça a coûté, même rien que la cérémonie d'ouverture va coûter, c'est sûr, extrêmement cher. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture, de mémoire, ne se passe pas dans un stade. C'est un choix qui a été fait par la France, et donc forcément ça inclut des coûts supplémentaires. Non mais là-dessus je suis absolument d'accord. Mais j'estime que payer la venue de personnes 2 millions d'euros, enfin non. Non, pas dans le contexte actuel. Ça peut choquer. Après, est-ce que c'est la France qui paye ? Alors, je suis pas sûr que ce soit nos deniers qui payent directement. Le CIO doit participer très fortement, je pense. Une partie de nos deniers, hein. Une partie de nos deniers. Faut arrêter d'être naïf, quoi. Mes chers Vrévois, Sébastien, vous entendez en tous les cas, cette espèce d'impression parfois de cette en compétition à deux vitesses de la part du public. Oui, tout à fait. Oui, j'entends beaucoup de polémiques autour de ces jeux. Bon, après, le français, de manière générale, critique beaucoup de choses. Est un Gaulois réfractaire. Pardon. Est un Gaulois réfractaire. C'est un Gaulois réfractaire, tout à fait, oui. Après, bon, voilà, il faut peut-être faire abstraction de tout ça en ce moment, et on a les jeux que tous les 100 ans. On ne vit pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui vivent 100 ans sur Terre. Donc, profitons de l'événement, et voilà. Bon, après, j'ai envie de dire, il faut voir effectivement, après les Jeux, les retombées, et comme disait tout à l'heure, les structures qui seront l'héritage vont pouvoir faire profiter pas mal de personnes, en espérant que les projets tiennent. Avec Pascal, avec une piscine, enfin je dis ça pour moi, mais il y a une piscine flambant neuve en Seine-Saint-Denis. Il y a des aménagements routiers, ou en tous les cas, il y a des transports en commun qui sont maintenant efficients. La ligne 14 qui arrive au Stade de France. Et pour Orly aussi, pour les aéroports. Il y a un véritable héritage normalement qui va en découler. On le voit, on peut le voir. Et on va le voir dans les jours qui viennent quand les touristes et les supporters des différentes délégations vont arriver. Moi, je suis assez surpris. J'habite Paris, Maud. Je suis assez surpris de voir depuis quelques jours, quelques semaines, que les transports en commun, j'ai aucun problème dessus.
Alors je sais pas si c'est le résultat direct de la préparation des JO. On a eu des problèmes depuis 1 an et demi sur les transports en commun. On disait ça va s'arranger. Je vous promets que depuis environ 1 mois et demi, j'ai plus de problème. Alors il y a moins de monde dans les transports aussi, mais en tout cas ils sont à l'heure. Ils respectent les délais. Toutes les 3 minutes, c'est normalement la promesse de la RATP. Toutes les 3 minutes, il doit y avoir une rame. C'est la première fois que c'est respecté. Voilà. Oui, on y croise même Jean Castex. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Jeux Olympiques de 92, on voit bien le résultat, parce que quand on va au ski, qu'on passe par la 40, la 41, etc., par le dessus, avant, il fallait pas prendre le col de Nantua, traverser les vallées. C'est plus le cas. Donc, forcément, oui, évidemment, il y a évidemment un héritage. Après, sur le cachet de Céline Dion, moi, je suis un peu partagé. Je peux comprendre tout à fait les réflexions. C'est un spectacle qui demande de la qualité. Céline Dion a une énorme qualité. Elle est française, elle a démarré en France. Est-ce que les cachets peuvent être un peu plus négociés? J'en sais rien. Enfin, de toute façon, de toute manière, si on veut de la qualité aujourd'hui, il faut payer. Et puis elle revient. Excusez-moi, c'est quand même un événement planétaire. Je veux dire, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas chanté, Céline Dion. C'est la première fois qu'on va l'entendre demain. Oui. Alors peut-être en playback. Je sais, j'ai lu ça. C'est tout ce qu'on lit en ce moment. Peut-être il y a un petit playback qui est prévu si jamais. Mais bon, je pense pas que ça sera pas un playback. Et puis après, Christine, ça dépend aussi du nombre de chansons qu'elle chante, parce que si elle en chante qu'une, 2 millions de chansons. Moi, je mets mon ticket pour qu'elle chante la vie en rose. Allez, on fait les paris, on verra bien. Vous ne bougez pas, mes chers vrais voix. Maud, vous restez un petit peu avec nous et les vraies voix pour ce premier débat tout à l'heure et le quiz avec nos vraies voix, Pascal Eouzan, Marion Cligné, Sébastien Delaigne, Alex Darmon et Antoine Mazère. Dans un instant, on va retrouver les 3 mots des JO ce soir sont Argentine, record et Pharrell Williams. Très bien, allez, c'est à suivre et vous comprendrez pourquoi tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Les vraies voix des JO ce soir avec les membres du collectif des championnes et champions français. Ce soir, autour de la table, Sébastien Delaigne, double champion du monde en pentathlon moderne. 4 JO à son palmarès, à son actif. Marion Cligné, qui est médaillée d'argent aux Jeux Olympiques 96 et 2000 en cyclisme. Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling, président de ce collectif des championnes et champions français. Vous êtes 600, plus de 600. Plus de 600, ouais. Combien de médailles en tout ça fait? Oh là. Pascal, je vous laisse 2 heures pour calculer. Il y a 25 champions olympiques, il y a à peu près 30 médailles olympiques, 50 champions du monde, 40 champions d'Europe. En fait, cela dit, sur les 612, on a 590 médaillés et c'est plus de 1500 hymnes, parce qu'il faut savoir que les médaillés, ils sont parfois champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe, etc., etc. Ils enchaînent, quoi. Ils enchaînent et ils collectionnent. Donc ça fait beaucoup de temps passé à chanter l'hymne française. C'est bien. Alex Darmon, champion olympique, non, pas encore. Pas encore, mais je m'y prépare. J'ai l'impression journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, auteur de ce documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être, et vous, Antoine Mazère, dans un instant, parce qu'il n'y a pas que les JO dans la vie. Il y a ce débrayage. On voulait faire un petit coup de projecteur à la question sociale aussi autour des JO en pleine période estivale. Il y a eu un débrayage ce matin d'1 heure des salariés d'un grand hôtel parisien et qui demande des revalorisations salariales. C'est cet hôtel qui accueille quasiment toute la délégation du CIO qui a fait un chèque de 22 millions d'euros à l'hôtel, et les salariés, les femmes de chambre, les maîtres d'hôtel, les cuisiniers, les serveurs qui demandent juste une revalorisation salariale. On va en parler dans un instant. Nos 3 mots des JO. Monsieur Mazère, Argentine. Argentine, c'est l'équipe nationale d'Argentine qui a été cambriolée sur son lieu d'entraînement. Non. Le sélectionneur argentin Javier Mascherano a affirmé, après la défaite polémique contre le Maroc, on s'en souvient hier, que certains de ces joueurs avaient été volés sur leur lieu d'entraînement hier en banlieue de Saint-Étienne. Selon les informations de nos confrères de BFM TV AMC Sport, le joueur argentin Thiago Almada aurait déclaré s'être fait voler pour 50 000 euros de bijoux. Le joueur devrait porter plainte dans la journée. On se balade avec 50 000 euros de bijoux pour des montres. Oui. Pour les Jeux. C'était les médailles d'or. C'était les médailles d'or qui déplaçaient avec lui. Oui, bon bah. Ou alors c'est parce que comme il y a pas mal de rappeurs, c'est la mode. Je sais pas. C'est des montres et des bagues, notamment des montres et des bagues. Oui, peut-être c'est des porte-bonheur. Non, mais c'est les mots de l'entraîneur qui sont terribles. C'est pas un tournoi de quartier. Ouais. Il déclare que c'est pas un tournoi de quartier. On est aux Jeux Olympiques. Et moi, je comprends la détresse de la délégation de football argentine, malheureusement. Même alors, moi, j'ai une question pour vous, c'est que ça se passe pas à Paris, c'est passé à Saint-Étienne. Est-ce que le fait d'avoir concentré 45 000 forces de l'ordre qui viennent de toute la France finalement à Paris, ça n'a pas quelque part un peu desserré? Gérald Darmanin disait ce matin que la délinquance est en chute libre à Paris, donc quand on met un policier aux 4 coins d'une ville, finalement, ça fait tomber la délinquance. Honnêtement, je sais pas, parce qu'effectivement, vous voyez beaucoup de policiers à Paris, beaucoup plus que
d'habitude, pour vous raconter une anecdote, j'étais sur la place de la Concorde au début de semaine et je demande à un policier par où je peux passer. Il me dit je sais pas, je viens de Lyon. Voilà, pour vous dire vraiment. Donc j'ai pas la carte. Voilà, ils savent pas où ils habitent. Enfin, ils savent pas où ils habitent. Donc voilà, effectivement, on a concentré parce que c'est Paris, le centre névralgique de ces Jeux Olympiques, et forcément, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques, et ça pose un problème à un moment donné, sans doute. Donc les Argentins qui espèrent une enquête rapide autour de ce cambriolage de leurs bijoux et montres lors de leur entraînement, Antoine. Oui, et le deuxième mot, c'est le mot record, parce que ça y est, le premier record du monde et également des Jeux Olympiques est tombé aujourd'hui, ce matin, première épreuve individuelle et premier record du monde, voilà exactement, ce matin lors du tour de qualification de l'épreuve individuelle de tir à l'arc féminin qui n'était pas diffusée à la télévision. La Coréenne Lee Mechi-Eon, j'espère qu'on l'a bien prononcé, a fait tomber le record du monde et olympique après avoir tiré ses 72 flèches. Elle affiche un score de 694 sur 720 possible. Le précédent record était de 692 et daté de juin 2019. Sébastien Delaine, vous avez visiblement suivi ça. Oui, enfin, j'ai reçu des notifications, je ne l'ai pas vu parce que forcément ça va passer comme vous le disiez, et donc oui, j'ai suivi. Par contre, c'est extrêmement dommage que ça ne soit pas passé à la télé. Bah oui, c'est les Jeux Olympiques. Alors, je veux dire, ça y est, on fera une émission sur la retransmission des compétitions. Est-ce qu'on peut tout diffuser Au moins, alors on peut comprendre que sur les sports par équipe, puisqu'il y a tout un tas de phases qualificatives qui sont assez longues. C'est vrai que sur certains sports, ça prend du temps de renouveler, de faire des matchs des fois tous les 2 jours, 3 jours. Mais là, c'est du tir à l'arc. Mais ça aurait été une Française. Et il y avait 3 Françaises notamment engagées. Sébastien Delaine. C'est pas une médaille encore, en fait, c'est dans les qualifications, donc effectivement, peut-être qu'on met moins de regard sur ces préliminaires, on va dire. Ouais, mais les jeux, on espère. Les jeux, tu peux. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Seb, tu peux pas mettre que les finales. C'est les jeux. Il faut qu'on soit dedans. Il faut qu'on vive le truc. Comme quand tu regardes Robin des Bois, si tu vois que la finale, quand ils sont plus que 2, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Affaire à suivre en tous les cas. On va voir si d'autres records vont tomber dans les qualifications sur les autres épreuves. En tous les cas, les autres disciplines. Antoine, le dernier mot. Pharrell Williams. Et oui, Pharrell Williams qui portera la flamme olympique en Seine-Saint-Denis demain. L'artiste et directeur artistique chez Louis Vuitton portera la flamme olympique sur le parcours de Seine-Saint-Denis avant qu'elle ne rejoigne Paris pour la cérémonie d'ouverture. Il pourrait même l'éteindre avec son grand chapeau aussi. Elle ne s'éteint pas, cette Donc après flamme. Snoop Dogg, Pharrell Williams, un autre artiste américain qui va porter la flamme en Seine-Saint-Denis. Ouais, et il y a du beau monde. Du beau monde, mais pas forcément que des Français. Pas forcément. Ouais. Sébastien, je sens que ça. Oui, ce sujet épineux, je crois que vous en avez déjà parlé. Un peu, ouais. Ah ouais, ça picote. Mais bon, encore une fois, on va pas être le Gaulois réfractaire. C'est toujours le sujet qui va être redondant pendant ces Jeux et après, parce qu'il y a beaucoup de déçus, et notamment tous les Olympiens. Bien sûr, les médaillés en premier, mais tous qui ont participé aux Jeux, il y en a une bonne quantité qui ont été oubliés pour ce transport de flammes. Moi, j'ai un grand regret, honnêtement, parce que on a quand même des artistes internationaux qui ont une réputation mais archi mondiale. J'avais vu un article il y a 15 jours de David Guetta qui disait qu'il avait même pas été sollicité. David Guetta, c'est quand même un monstre international. Le plus grand DJ du monde. Alors moi, forcément, vous avez vu, j'ai un look un peu de hip-hopper, je vous expliquerai pourquoi après. Bon, on va se déguiser un peu de temps en temps. Mais je suis hyper fan, hyper funk, tu vois, de Daft Punk. Je suis vraiment désolé qu'ils se soient séparés avant les Jeux. J'aurais adoré qu'ils nous fassent le coup de la pyramide. Attendons cette cérémonie d'ouverture. Tout n'a pas été dit et dévoilé. Il y aura peut-être sans doute beaucoup de. C'est énorme. Je sais pas si c'est vrai, mais elle n'est pas française, mais il parle de Lady Gaga. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce que nous a confirmé. Ouais. Ça serait exceptionnel, Lady Gaga. Honnêtement, c'est aujourd'hui la star planétaire pour moi. The Star is Born. The Star is Born, ouais. Et on parle d'elle pour faire un duo avec Céline Dion. Justement. Absolument. Et peut-être même avec un trio. Mais vous trouvez pas ça génial, n'empêche que tout le monde fasse des spéculations sur ce qui va se passer? Moi, je trouve ça génial. Ça fait monter l'excitation. Mais là, les pressions. Là, il y a une info parce que il me semble que dans The Star, elle chante La Vie en Rose. Ouais. Tiens. Ouais.
Bon, de toute façon, réponse à partir de 19h30 demain soir et on fera monter aussi l'ambiance. On sera à tous les coins de Paris pour prendre l'ambiance, mais pas que, parce que partout en France, des écrans géants s'installent. Il y a des endroits où on souhaite regarder ensemble ce moment qui est quand même historique. Il faut le rappeler. Dans un instant, notre premier débat, mais tout de suite, il n'y a pas que les JO dans la vie. Les vraies voix Sud Radio. En effet, il n'y a pas que les JO dans la vie. La question sociale reste une priorité pour de nombreux salariés en pleine période de JO, mais aussi en période estivale. Ce matin, des salariés d'un grand hôtel de Paris dans le 8e arrondissement, l'hôtel Le Collectionneur, ont débrayé pour demander, dans le cadre de leur NAO, leur négociation annuelle sur les salaires, eh bien des hausses de revenus. Cet hôtel accueille une grande partie de la délégation du Comité international olympique pendant toute la durée de la compétition, laissant un chèque de quelques 22 millions d'euros. Donc les salariés ont débrayé pendant une petite heure. On est en ligne avec Didier Delrey. Bonsoir Didier Delrey. Bonsoir vous à êtes, tous. Vous êtes secrétaire de l'Union syndicale CGT Commerce Paris. C'est un mouvement spontané. Comment vous les avez accompagnés? Quelle est la revendication et comment ce débrayage s'est-il mis en place? Alors plutôt, c'est déjà le 4e débrayage que les salariés ont fait depuis l'ouverture des NAO. C'est des revendications légitimes puisque ça fait quand même depuis 7 ans qu'ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire ou au minima. Les salariés mécontents de la position de la direction dont ils proposent 1,5% d'augmentation de salaire, sachant que actuellement depuis le premier semestre 2024 dans les hôtels, cafés, restaurants parisiens dits de ce niveau de 5 à Palace, la proposition tourne entre 3 à 4,8% d'augmentation de salaire. Donc une des revendications légitimes qui demande c'est la mise en place d'un quote-part 13e mois, à savoir que tous les hôtels de ce niveau ont tous un 13e mois au sein de leur équipe. Donc les salariés sont tellement mécontents de cette situation et ils ont décidé aujourd'hui, dont j'étais présent ce matin à ce distribution de tracts, à manifester notre mécontentement et que les salaires ont débrayé pendant plus de 2 heures au sein de l'hôtel. Oui, alors ce sont des salariés, des femmes de chambre, des maîtres d'hôtel qui ont forcément aussi les difficultés qu'on connaît dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration, des problèmes pour se loger, donc ils habitent forcément loin de tous ces lieux de travail, donc ces revalorisations, elles sont plus que nécessaires, j'imagine, pour eux tous. Oui, légitime. Il faut savoir que actuellement sur le niveau national, les employeurs sont en difficulté à trouver des salariés travaillant dans ce métier. Il est quand même à la hauteur de plus de 200 000 salariés manquant et en pénurie de main-d'œuvre manquant dans l'hôtellerie et la restauration. Je trouve vraiment fort du café de la part de cette direction de l'hôtel du collectionneur de ne pas mettre en place quelque chose de concret et de fidéliser ses salariés en mettant des points importants comme des augmentations de salaire et un 13e mois, dans le sens que le pouvoir d'achat, ils en ont besoin comme tout le monde, et ça fait que la direction, ils les écoutent pas. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ce qu'ils font. Donc ils vont continuer encore à faire des actions dans les jours à venir, et tout en étant conscients de la situation dont le CIO, j'ai l'information par notre délégué syndical, demande déjà des remboursements suite à ces grèves, puisque ils sont en train d'annuler les chambres et partir dans d'autres hôtels. Donc c'est pour ça, parce qu'ils étaient une grosse partie de la délégation sur cet hôtel-là, avec un potentiel chèque à l'arrivée, puisque il faut payer la prestation. 22 millions d'euros, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, 22 millions. Le CIO allait laisser donc un chèque de 22 millions d'euros et cette mobilisation. La direction justifie comment? Ce sera ma dernière question, Didier Delrey. Et est-ce qu'au sens large, la situation actuellement dans Paris, autour des JO, avec ces cafés, ces restaurants qui sont dans une zone où il n'y a pas beaucoup de clientèle, pas beaucoup de touristes, est-ce qu'il y a y avoir des risques pour les salariés, des conséquences? Tout à fait. J'ai déjà des retours de salariés et d'élus qui m'informent comme quoi il y a des patrons déjà qui les ont mis en activité partielle cette semaine. D'accord. On a une autre problématique aussi, c'est que il y a
des serveurs ou des serveuses qui travaillent sur le pourcentage, ils sont vu que l'activité est au plus bas dans les zones grises, automatiquement le salaire il descend, donc l'employeur doit uniquement maintenir le SMIC hôtelier, le reste, donc voilà, ça fait que les salariés sont mécontents, la clientèle n'est pas présente. C'est difficile de pouvoir passer parce qu'il y a il faut avoir un QR code. Donc ce qui fait que on est dans une problématique grave, sachant que les employeurs mettent ces salariés, je le répète, en activité partielle. Merci beaucoup pour ces précisions, Didier Delray, Pascal Aouzan. J'avais une question quand même à poser au monsieur. C'est en fait cette délégation du CIO, ça représente combien de personnes? Écoutez, ça représente, d'après ce qu'il m'a dit notre délégué syndical, c'est quasiment 80%. De l'hôtel, de capacité. Et l'hôtel, on doit être à une centaine de chambres, c'est un hôtel dans le 8e. Plus, c'est les hôtels qui accueillent toutes les équipes de Ligue des Champions quand Avignon joue contre le PSG, toutes les délégations sportives en règle générale. C'est un hôtel qui est très réputé pour accueillir des délégations sportives. Donc il y a du 2 millions d'euros pour toutes ces chambres. Personnes. Exactement. Merci beaucoup Didier Delray. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. On va s'arrêter un court instant sur Sud Radio juste après la pause. On revient avec notre premier débat et nos vraies voix des JO ce soir avec Pascal Aouzan, Marion Cligné, Sébastien Delaigne et Alex Darmon. Les JO obligés de composer avec les conflits en cours. Est-ce qu'une trêve olympique est encore possible? On y revient juste après ça. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. En compagnie de nos vraies voix des JO ce soir, Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux en 96 et 2000. Sébastien Delaigne, double champion du monde de pentathlon moderne. Avec Pascal Aouzan, membre président du collectif des championnes et champions français, mais également quadruple champion du monde de tumbling. Alex Darmon également, le journaliste politique que vous entendez très souvent le matin dans les débats avec Valérie Expert sur votre chaîne YouTube Les Indécis, avec ce documentaire que je vous recommande au cœur de l'été, qui est toujours accessible sur la plateforme de France TV, Le ministre qui ne pouvait pas l'être. Alors on va s'intéresser avec vous, si vous le voulez bien, à notre premier débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors les Jeux Olympiques sont donc obligés de composer avec les conflits en cours sur les quelques 10 500 athlètes venus de 204 pays. Ces Jeux sont souvent le sacre de toute une vie d'entraînement, mais pour certains, la compétition a une autre saveur. Ils sont palestiniens, ils sont ukrainiens, ils sont israéliens, ils sont dans des pays qui connaissent la crise. Il y a aussi cette délégation des réfugiés qui est arrivée au village olympique français. Est-il possible de tenir les crises géopolitiques à l'écart d'un tel événement? C'est une vraie question. Alors, je vais commencer avec vous, Alex Darmon, parce que vous étiez hier au match de l'Israël qui était opposé au Mali. Quelle a été l'ambiance? On a vu, on avait des craintes. Il y a eu un énorme dispositif de sécurité autour de cette délégation, autour de ce match. Comment ça s'est déroulé sur ce que vous avez vu? Non, mais déjà, il faut rappeler le contexte. Donc, c'est l'équipe israélienne qui a affronté le Mali. Politiquement, c'est un match qui était important puisque le Mali ne reconnaît pas l'État d'Israël. L'État malien ne reconnaît pas l'État d'Israël. Donc, déjà, il y avait une anomalie dès le début de ce match, premièrement. Ensuite, vous avez vu ces images complètement hallucinantes de la délégation israélienne arrivée avec le GIGN, avec 15 quarts de CRS devant cette délégation. Il y a eu des petits heurts à la fin de la partie sur des supporters pas maliens. Je sais même pas d'où venaient ces supporters ou ces personnes-là qui ont voulu agresser des supporters israéliens, mais la police française et la sécurité française a très bien fait son travail, a éteint l'incendie entre guillemets tout de suite. Donc voilà, l'ambiance a été électrique. On va pas vous mentir, elle était électrique. Dès le début du match sur les hymnes nationaux, l'hymne israélien a été sifflé. Ça s'est vu à la télé, donc c'est pas une révélation que je fais ici. Et donc l'ambiance elle était électrique. Et puis après le match, c'était un beau match, très objectivement. Ça a été compliqué à se mettre en route, mais après vous avez assisté à un match de football et en même temps vous aviez des images magnifiques dans les tribunes, puisque quand les Israéliens ont marqué, les Israéliens étaient contents, et quand les Maliens ont marqué, les Maliens étaient contents, et puis ils se prenaient dans les bras avec les Israéliens. Moi je l'ai vu à côté de moi. Voilà, c'était les Jeux Olympiques, c'était l'esprit sportif qui a repris le dessus, et c'est ce qu'on aimerait voir lors de ces Jeux Olympiques. Et est-ce que les joueurs entre eux, ils ont réussi à
à se respecter pendant tout le match, ils sont pas rentrés là-dedans. Non, il n'y a pas eu, sur le terrain, il n'y a pas eu de, non, c'est des professionnels, hein, vous savez, en tout cas, hier soir, ils l'ont montré. C'était des professionnels, ils ont fait un très beau match de football. Il y avait 2 très belles équipes. Moi, je trouvais que même que l'équipe malienne était beaucoup plus en jambes, beaucoup plus physique que l'équipe israélienne. L'équipe israélienne était une bonne équipe de contre et vous avez vu une très belle partie de football hier soir, voilà. J'aurais me tourner vers vous, Sébastien Delaine. Vous avez disputé 4 Olympiades, 4 Jeux Olympiques. Est-ce que de mémoire d'Olympiens, à chaque fois, il y avait ces questions géopolitiques qui se percutaient finalement aux compétitions? Je ne sais pas s'il nous entend, Sébastien. Je crois que la connexion... Non, il ne nous entend pas. On va essayer de retrouver la connexion. Sébastien. Ouais, on va réarranger ça. On va trouver la connexion. On est en ligne également avec Pascal Boniface. Bonsoir, Pascal Boniface. Bonsoir. Directeur de l'IRIS. Et vous avez signé cette bande dessinée Géostratégie, un monde de jeu avec aux éditions Duno. Est-ce que, à cette question, une trêve olympique est-elle encore possible? Autrement dit, est-ce que les JO peuvent s'extraire de ces conflits pendant cette quinzaine? Non, ils ne l'ont jamais été. Enfin, les guerres mondiales ont interrompu les Jeux Olympiques et pendant d'autres Jeux Olympiques, il y avait des conflits moins importants que les guerres mondiales. Et donc, il aurait pu y avoir une trêve. Mais s'il y a une trêve, c'est parce que ceux qui font la guerre décident qu'ils ont intérêt à faire cette trêve, un cessez-le-feu. Mais c'est pas en fonction des Jeux Olympiques. C'est en fonction de leur agenda stratégique, des négociations, etc. Donc il ne faut pas rêver. Les Jeux Olympiques ont toujours été mêlés aux confrontations géopolitiques, qu'il s'agisse de la guerre Est-Ouest, enfin du conflit Est-Ouest entre soviétiques et américains. Rappelez-vous les boycotts. Bien sûr, on a en mémoire les attentats de Munich. Bien sûr, on a aussi le combat contre l'Afrique du Sud, l'apartheid. Enfin bref, à chaque fois, il y a toujours eu Mexico, le point levé des sprinters noirs. Il y a toujours eu des impacts géopolitiques. Donc là, on y fait plus attention parce que c'est en France et qu'il y a quand même 2 conflits importants dans lesquels la France est indirectement concernée, la Russie et l'Ukraine et puis la guerre de Gaza. Mais ce n'est pas nouveau. Marion Cligné, de mémoire d'athlète aussi, à chacune des compétitions, il y a toujours ces questions de géopolitique qui viennent se percuter dans ce que vous avez vu, de ce que vous avez connu également dans votre passé d'athlète. Écoute, j'ai déjà couru avec des membres de l'équipe d'Israël. Il n'y a jamais eu de souci avec elles ni leur équipe. Et ce qu'on souhaite voir en tant qu'athlète, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est que les équipes opposées qui sont en guerre se félicitent, se serrent la main et qui pratiquent juste le sport pendant les tournois. Après, il y aura toujours des histoires, malheureusement, mais on espère pouvoir passer au-dessus. Ce qui est intéressant, moi, ce que je constate, parce que j'ai pas fait les Jeux, mais je les regarde tout le temps. Et on a quand même l'impression que les sportifs ont pris beaucoup de recul par rapport à ces ambiances-là. On se rappelle tous des matchs de hockey où les Américains et les Russes se mettaient carrément ils mélangeaient la politique extérieure et le match. Bon, ça on le voit de moins en moins, donc on voit que les sportifs finalement sont de plus en plus pacifiques et c'est bien pour les Jeux. Sébastien Delaine, on vous a retrouvé. Sébastien, je rappelle, vous avez participé à 4 Jeux Olympiques en tant que membre de l'équipe de France de pentathlon moderne. Ces questions de géopolitique, des pays exclus, on sait les athlètes russes ne sont pas là à Paris. S'il y en a, ils vont être sous bannière neutre. Il y a la question, voilà, et toutes ces questions-là se posent. Est-ce que la géopolitique est inévitable dans un tel événement? Ouais, je crois que c'est inévitable parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Il y a les Jeux Olympiques, ça reste malgré tout un très grand événement. Il ne faut pas oublier que dans la charte olympique s'inscrit la neutralité politique, mais malheureusement, on n'arrive pas à l'appliquer. En dehors de ça, je ne peux pas vous dire que ce que j'ai vécu sur les 4 Jeux Olympiques a été flagrant parce que en fait on se met dans sa bulle, on a des œillères et on ne s'occupe pas trop d'actualité, surtout que à des époques durant la préparation et pendant les Jeux Olympiques, moi particulièrement, c'était les conseils de mon préparateur mental, c'est que à un moment donné, je me coupais de l'actualité
parce que il y a des articles sur vous, il y a des articles qui en disent beaucoup, et il y en a qui font mal, il y en a qui font du bien, mais justement pour éviter avant la compétition d'avoir des pressions supplémentaires, on se coupait complètement de l'actualité. Donc je ne vivais que les jeux au moment des jeux, quoi. Et je n'ai pas eu
Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO sur Sud Radio avec les membres du collectif des championnes et champions français ce soir. Pascal Héouzan, Marion Cligné, Sébastien Delaigne, Alex Darmon. C'est l'heure de notre quiz. Le quiz des Jeux Olympiques. Alors, Maude, notre auditrice fil rouge, on vous propose de jouer avec deux grands sportifs de très haut niveau, palmarès long comme le bras. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bah, bien sûr. Bon, avec qui vous voulez jouer ? Alors, Sébastien Delaigne. D'accord. C'est gentil. Et Merci. Pascal Héouzan. Et Pascal Héouzan. C'est gentil. Alors, les garçons. Je compte sur vous surtout. Hein. Allez, c'est Je crois qu'il y a un décalage. Il faut me laisser 2-3 secondes. Hein. Antoine, on rappelle les règles. On rappelle les règles qui sont, c'est les règles validées par le CIO. Hein. C'est vraiment très précis, très sérieux, très cadré. Voilà. Ce sont des règles sérieuses auxquelles on va jouer. Il faudra donner absolument son prénom avant de donner la réponse. Par exemple, si je vous dis contre qui l'équipe de France ce soir affronte en quart de finale de rugby à 7, voilà, Sébastien, et vous me dites Argentine. Et voilà, et là ce serait une bonne réponse. Si par exemple, Sébastien, vous m'aviez dit Fidji, là vous n'avez pas la bonne réponse, et ben ça aurait été à l'autre équipe, ça aurait été à l'équipe d'Alex et sa complice. Est-ce qu'on a le droit de répondre avant la fin de la question ? Il faut donner son prénom. Il faut d'abord donner son prénom. Il faut d'abord donner son prénom. Si vous donnez pas votre prénom. Et on vous donne la parole. Si vous allez donner votre prénom, par exemple, Pascal, je vous donne la parole et vous me dites la réponse. Vous me dites Pascal Fidji, par exemple. Ah oui, d'accord. Parce que il peut y avoir plusieurs personnes qui donnent son prénom en même temps et on a des chronomètres, on a des VAR, il y a des VAR, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des rallons. Exactement. Il va y avoir 5 questions, donc forcément il ne peut pas y avoir d'égalité. Pardon, ça peut être mode. Ça peut être Maude. Il y a l'équipe Maude, Pascal Héouzan, Sébastien Delaigne, Marion Cligné avec Alex Darmon. On va gagner, Marion. On va y aller pour la première question. Quel immense joueur de tennis prendra sa retraite après les Jeux Olympiques? Alex. Alex. Nadal, Raphaël Nadal. Non. Nadal, oui, bah oui. Non, Pascal. Djokovic. Non, c'est une mauvaise réponse. Ah, ça y est, je sais. Marion Cligné. Andy Murray. C'est une bonne réponse. Mince, je l'ai lu en plus. Andy Murray, qui ne sera pas. Parce qu'elle est anglo-saxon, c'est pour ça. Ne sera pas aligné en 5. Oui, par contre, moi j'ai pas entendu Marion. Si, moi j'ai entendu. Oui, je l'ai dit. Et qui ne sera pas aligné en simple, mais qui fera le double avec son compatriote. Commence pas à Dan râler. Evans. Deuxième question. Contre quelle équipe l'équipe de France féminine de handball démarre son aventure olympique ce soir? Pas le droit de jouer. C'est à 19h. Sébastien, vous avez la parole. La Hongrie. C'est une bonne réponse. Bravo Seb. Merci Sébastien. J'aurais pas trouvé. Ça fait ça fait un partout. Ça fait un partout. Christine, tu peux pas jouer là. Non. Top. Quel est le score de l'équipe de France de football hier soir face aux États-Unis? Pascal. Sébastien. Alex a dit en premier. Alex en premier. 3-0. C'est une bonne réponse. Sur le plateau. Attention, ça va aller très très vite une nouvelle fois. Quel athlète masculin de 40 ans vivra sa 7e Olympiade cette année? Sébastien. Sébastien Delaigne. Nicolas Karabatic. Eh oui. Bien joué Seb. Super. Et chez les filles, ce sera Mélina Robert-Michon qui disputera sa 7e Olympiade, on peut le préciser, et qui sera porte-drapeau de la délégation française. Ça fait 2-2. Et combien il a de titres, Nicolas Karabatic? Il en a 3. Bien. Exactement. C'est donc une balle de match. Attention, ça va aller très très vite là aussi. Soyez prêts, c'est parti. Dans quelle discipline la grande chance de médaille olympique pour la France Enzo Lefort va-t-il représenter? Sébastien. L'escrime, le fleuret. Et c'est une très bonne réponse. C'est une victoire. Et c'est donc l'équipe de Maude qui gagne. Pascal et Sébastien. Mais bravo Maude. Bravo. Plaisir. Mais c'est normal, Seb, il fait 5 sports, il a 5 fois plus de culture. C'était le bon choix. Maude, c'est le bon cheval. On va faire comme dans une vraie compétition. Qu'est-ce que vous ressentez à l'issue de cette victoire à l'arraché sur le fil? Je suis très émue, franchement. Je n'espérais pas tant. J'ai travaillé avec une super équipe, un vrai leader et qui avait bien pris sa leçon. Oui, vous aviez un coach formidable. Hein, ah ouais. et votre famille. Franchement merveilleux.
Merci beaucoup Maud d'avoir joué le jeu. Merci infiniment. Alors ce petit quiz, elle a l'air de rien, mais ça permet effectivement de se rendre compte de notre connaissance du monde sportif quand on va démarrer véritablement les compétitions. Parce que ce qu'il y a de formidable dans les JO, mesdames, messieurs, c'est qu'on découvre aussi des disciplines. À chaque Olympiade, il y a des sportifs de disciplines pas forcément dans les radars qui tout d'un coup émergent. Vous n'avez pas remarqué ça, Pascal, Sébastien, Marion aussi, de votre côté, chaque année? Et en plus, il y en a qui émergent des fois en faisant des trucs absolument fous. Oui. Moi, je me rappellerai toujours de ce gars au patinage de l'Australien là, qui prend le titre olympique parce que tout le monde tombe en quart, en demi, en finale et tout. Mais ça, c'est génial. J'adore ça. Ouais, c'est des victoires étonnantes. Marion, des souvenirs comme ça? Il y en a, ouais, j'ai un blanc là, mais oui, je vais. Moi, c'est ce qui fait le charme des Jeux Olympiques. Ouais. J'ai commencé à Barcelone et là-dessus, justement, Christine connaît très bien. Il y a eu les Barjots et depuis cette histoire-là, les Barjots, ils n'étaient pas attendus du tout au jeu. Ils étaient venus. On les a appelés les Barjots d'ailleurs parce qu'ils étaient vraiment Barjots. Et ils venaient au jeu, voilà. Je sais pas s'ils n'avaient pas eu des baskets la veille. Ouais, mais ils venaient pas en touriste. Ils sortaient d'un bon monde. Mais en rigolant. On les voyait, en rigolant, on les voyait pas là, quoi. Moi, j'ai pour avoir vécu quelques événements avec eux durant les Jeux, je veux dire, on les voyait pas là, quoi. Il y a eu toute une euphorie, toute une adrénaline qui a permis de se surpasser, de se surpasser et de créer l'événement au moment des Jeux. C'est ce qu'il y a de formidable aux Jeux Olympiques. Mais est-ce qu'il y a encore cette folie? Alex Darmon. On va la voir. Moi, je me rappelle de la folie. Je crois que c'était à Athènes, Laure Manodou. Qui était une championne olympique, qui était déjà une championne, mais qui s'était vraiment révélée pendant les Jeux Olympiques. Et moi, je pense que là, on a la chance d'avoir un nageur exceptionnel, qui est Marchand, Léon Marchand, et qui, à mon avis, va exploser aux yeux du monde entier, parce que nous, on est au courant, les Français. Mais les yeux du monde entier ne sont pas encore au courant que c'est un champion, parce c'est ses premiers JO, ce garçon. Oui. Et donc, je pense que pour ses premiers JO. Deuxième, pardon. Ah oui, c'est les deuxièmes. Attention, parce qu'il est de la famille, Sébastien. Eh ben, mais justement, vous voyez, même moi, je savais pas que c'était ses deuxièmes JO. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est attendu au tournoi, et je pense réellement qu'il va exploser, je l'espère en tout cas très fort, qu'il va exploser aux yeux du monde entier. Voilà, c'est aussi ça les JO. Ça permet de mettre un coup de projecteur sur ces sportifs qu'on ne connaît pas réellement. Et puis de tout temps, rappelez-vous quand même Nadia Comaneci à 12 ans qui arrive aux Jeux Olympiques et qui cartonne, qui fait ses 10 là, 4-10 et qui devient l'icône de la gymnastique mondiale jusqu'à Simone Biles bientôt. Ouais, bientôt. Au nez à la barbe des Russes. Je me souviens des images de la tête des Russes qui étaient grandissimes favoris et qui voient passer. Et surtout, on était dans une transition de corps puisqu'elle avait 12 ans, elle était toute petite, alors que les autres championnes, c'était des femmes de 18-20 ans. Absolument. Il y avait le panneau d'affichage, il n'y avait pas le 10 qui était prévu, il y avait 1.0. Ils comprenaient pas très bien que ils avaient gagné à ce moment-là. Léon Marchand, c'est ce week-end, Sébastien Delagne, ça va arriver très vite. Tout à fait, ouais. Ça arrive très vite, ouais. Ça va. Exactement. Donc des projets de médailles françaises d'ores et déjà dès ce week-end du côté de la piscine olympique. Ça va être un grand moment pour la natation française. Ça va donner le tempo. Un magnifique sport. Moi, j'adore regarder la natation au jeu et même dans d'autres contextes. Un extraterrestre, ce Léon Marchand, Sébastien Delagne. C'est oui. Là, vous touchez l'affect parce que c'est un gamin que j'ai connu très tôt. Puisque je l'ai pas vu naître, mais j'ai été voir sa mère, ses parents, quand le jour où il est né à Toulouse. Donc je le connais depuis très longtemps, je l'ai vu grandir et j'ai vu sa progression et ses marges de progression seront immenses. Il n'a aucune limite. Et c'est ce qu'il y a de très respectable dans son fonctionnement, c'est que il se met pas de barrière. Et je crois qu'il a trouvé la voie pour y arriver. Hein. Il est parti en Amérique, éloignement familial. Proche de sa famille forcément, et donc ça demande beaucoup de sacrifices. Travailler avec Baumann, l'un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur au monde, puisque c'est lui qui a sorti Phelps. Et puis il a pas battu le record de Phelps. Il fallait il en a battu plusieurs, et puis là il est dans les conditions. Il a battu le record de Phelps, 4-2-5. C'est justement un extraterrestre. Vas-y. Un extraterrestre en équipe de France, quoi. Sa spécialité, c'est quoi, lui?
C'est le cadenage. Le catenage, il a en 200 et 400. Spécialité. Voilà, 200 brasses et 200 papes aussi. Donc, bon, ça sera à suivre, on y reviendra avec vous, évidemment, Sébastien Delaine, mais on va s'arrêter un court instant, faire l'info, la météo Sud Radio. On se retrouve avec nos vraies voix des JO ce soir. Pascal Eouzan, Sébastien Delaine, Marion Cligné, Alex Darmon et Antoine Mazer. Juste après la pause aussi, on fera un petit focus de ce qui s'est passé tout au long. Un petit récap de la journée, de ce qui va nous attendre également ce soir, puisque je vous rappelle, 21h, 22h, on sera en direct sur Sud Radio pour vous faire vivre en intégralité le France-Argentine en rugby à 7. C'est un quart de finale olympique et ça ne se rate pas. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mon cher Rémi André, bonsoir. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Bon, nous sommes à J-1 de la cérémonie d'ouverture. Donc là, on vous écoute avec attention. Parapluie, pas petite laine, ça c'est déjà certain. Oui, il fera bon, les températures seront voisines de 25 degrés. Alors, vous voyez, ce soir, nous avons cette petite perturbation qui traîne depuis ce matin sur les bords de la Manche. Elle arrive actuellement entre, on va dire, la Bretagne et les frontières belges, touchant en partie le bassin parisien par des nuages. Nous avons quelques ondées sur le nord de la région parisienne. Et puis, cette perturbation, dans la soirée et la nuit, va continuer son chemin, toujours s'étalant depuis la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'aux frontières belges. Et bien, au passage, elle pourra donner dans la nuit, demain matin, quelques gouttes sur Paris. Puis nous aurons une accalmie en milieu de journée avec peut-être même une éclaircie avant que, vous savez, à 18h, elle a décidé elle aussi de se réactiver et d'être présente pour demain soir. Entre 18h et 23h, quelques gouttes seront donc possibles, quelques averses, pas mal de nuages. Et donc cette perturbation va venir perturber effectivement cette inauguration qui va sur la scène apporter tout de même une grande animation. Donc prévoyez un petit parapluie ou au moins un petit kawaii. Ce ne seront pas de grosses précipitations, mais en 3 heures, cela peut tout de même mouiller certains d'entre vous. En attendant, sur le sud-est, au bord de la Méditerranée, il fera encore beau et chaud demain. Ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Et juste une petite précision, Rémi, pardonnez-moi, mais vous nous confirmez qu'une vague de chaleur, elle va remonter du sud de l'Espagne? Oui, c'est-à-dire qu'après le passage de cette perturbation, nous aurons droit donc à un samedi plutôt perturbé avec des orages par-ci par-là. Ensuite, le calme reviendra pour la semaine prochaine avec donc la semaine prochaine un anticyclone qui va apporter du soleil et aussi cette fameuse chaleur. Merci beaucoup Rémi André pour la météo Sud Radio et toutes les prévisions à retrouver sur sudradio.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. C'est notre deuxième heure. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, les vraies voix des JO avec les membres du collectif des championnes et champions français. Ce soir, autour de la table, toujours ce plateau exceptionnel. On est en compagnie de Marion Cligné, qui est double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques en 96 et en 2000. En cyclisme, Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling, président de ce collectif des championnes et champions français. Avec nous également Sébastien Delaine, double champion du monde de pentathlon moderne, 4 JO disputés dans sa carrière. Alex Darmon est venu nous voir aussi ce soir. Bonsoir Alex, bonsoir. Journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, et Antoine Mazer également qui est là parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire avec vous. Il y aura les JO côté pile et côté face, mais également le récap de la journée dans un instant. Mais tout de suite, nous filons au Stade de France, si vous voulez bien, avec Clément Arion qui est sur place. Bonsoir Clément. Rebonsoir. Rebonsoir. Nous avons été avec vous pour ce France-Fidji tout à l'heure, parce qu'évidemment, on l'a suivi en direct et en intégralité sur Sud Radio. On sera avec vous tout à l'heure et toute l'équipe de Sud Radio Rugby pour vivre ce France-Argentine avec les Français et Antoine Dupont. Et je crois, mon cher Clément, que vous avez du rouge et noir à côté de vous. Exactement, j'ai du rouge et noir à côté de moi. Je suis avec Lilian, 15 ans, supporter du Stade Toulousain. Lilian, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a noté sur ta petite pancarte, ton petit carton? Alors, il y a écrit Dupont Premier ministre, donc il n'y a pas trop de mal à ajouter une touche d'humour dans tout ce qui se passe en ce moment. Très bien, et est-ce que tu es confiant du coup pour ce quart de finale des Bleus? On le rappelle, France-Argentine, comment tu le sens? L'Argentine, c'est une grosse équipe, donc... Ouais, ils viennent de perdre contre l'Australie, donc peut-être qu'ils ont une petite baisse de forme. Après, là, on sent que la France monte en puissance, donc pourquoi pas remporter la victoire aujourd'hui.
Voilà Christine, les il nous supporters entend, des Bleus Lilian qui y croient. Je peux transmettre ta question. La question à Lilian, évidemment, il dit Antoine Dupont, Premier ministre, et ça ira mieux. Il a trouvé comment son président Toto, notre cher Alors, Lilian. Comment t'as trouvé Antoine Dupont sur les premiers matchs? Antoine Dupont, on voit qu'il apporte du jeu quand même. Après, le numéro 5 qui était titulaire au dernier match, il est assez bon quand même, on voit qu'il apporte aussi quelque chose à l'équipe. Donc Dupont, quand il fait des entrées fracassantes en deuxième mi-temps, on l'aime bien aussi. Donc... Et voilà Christine, on verra si Antoine Dupont fera une entrée fracassante, on verra aussi s'il sera titulaire. On va suivre ça évidemment sur Sud Radio ce soir. Et l'ambiance est toujours à son top, parce qu'un quart de finale France-Argentine, ça a une certaine saveur, j'imagine, du côté du Stade de France. Évidemment. Il y a eu beaucoup de sifflets, durant les matchs de poule contre les Argentins. C'était déjà un peu chaud. Et on va les jouer en quart de finale. On va voir ce que ça donne. Il y a eu un roulement quand même, Christine, pour expliquer. Les spectateurs étaient là ce matin pour les matchs de poule, les derniers matchs de poule. Les 80 000 supporters sont sortis du Stade de France. Et puis là, deuxième roulement, c'est d'autres supporters donc qui ont leur accès pour les quarts de finale de ce soir. Oui, parce que quand on prend des billets pour des sessions et on ne peut pas y rester toute la journée. Donc effectivement, il faut vider le Stade de France, c'est bien ça, et le remplir à nouveau. Ceux qui ont pris le ticket pour cet après-midi, ils ont eu du flair parce qu'ils ont l'équipe de France sous les yeux. Bonne soirée, à tout à l'heure, mon cher Clément. À tout à l'heure. Le Stade de France qui va à nouveau vibrer tout à l'heure avec Pascal Héouzan. J'avais juste envie de vous dire que si Dupont est Premier ministre, je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas il tient ses promesses. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est pas faux. Mais il n'est pas proposé pour l'instant. Personne ne le propose. Antoine Mazère, le récap de la journée, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les terrains avec des entrées en lice diverses et variées. Également une inquiétude pour commencer pour Rafael Nadal qui a annulé son entraînement prévu sur le central avec Alexander Zverev aujourd'hui. Alors apparemment un petit souci de repos après ces 3 heures d'entraînement de la veille entre le simple et le double avec son compatriote Carlos Alcaraz. Ils se sont entraînés, donc il s'est reposé aujourd'hui, mais on espère pas une grande alerte pour Rafael Nadal, lui qui pourrait affronter Novak Djokovic au deuxième tour du tournoi de tennis. Côté français, tirage un petit peu compliqué, on l'a suivi ce matin dans la matinée. Arthur Fils, tête de série numéro 14, a hérité de l'italien Matteo Arnaldi. Sa bête noire, il ne l'a jamais battu en 3 confrontations. Un autre choc franco-français se jouera entre Gaël Monfils et Lorenzo Musetti. Ça, c'est pour le tennis. Du côté du rugby, on l'a suivi bien sûr tout à l'heure. Les Bleus se sont qualifiés en quart de finale du tournoi de rugby à 7 avec une victoire, un match nul et une défaite face aux Fidji. Les Bleus, on vient d'en parler, défieront l'Argentine ce soir à 21h30. La meilleure équipe cette année dans la discipline sur l'ensemble de la saison. Ce serait un véritable exploit de voir l'équipe de France sortir cette équipe argentine. Mais comme le disait Clément, ils ont perdu tout à l'heure face à l'Australie. Je vais vous tirer les oreilles. Vous n'avez pas parlé du sport féminin ce soir à 19h. J'y viens. Ah oui, d'accord. Et ce soir également, c'est le début du tournoi de handball aujourd'hui pour les filles. L'équipe de France, on en parlait tout à l'heure, qui défiera la Hongrie à 19h. Même chose pour l'équipe de France de football féminine. Les filles d'Hervé Renard affronteront la Colombie à 21h. Vous êtes parfait et complet, Pascal Héouzan. S'il parle pas trop du sport féminin, il va avoir affaire à Marion. Ah oui. Non, elle va l'emmener faire du vélo dans ses montagnes. Je finis par les meilleurs, les filles. Et justement, tout à l'heure, Christine, vous m'avez demandé un petit truc qui m'avait marqué au JO. L'année dernière, celle qui gagne la course en ligne féminine, c'était une Autrichienne absolument inconnue au bataillon, est partie avec 3 minutes d'avance à Tokyo et personne est allé la chercher. Celle qui fait deuxième, en fait, a zappé qu'il y avait quelqu'un devant et a pensé qu'elle avait gagné. Donc, elle a levé les bras et c'est son entraîneur qui est venu lui dire « Mais pourquoi tu lèves les bras? Tu as pas gagné. » Ah bon? Ben oui, il y avait quelqu'un devant. Et ça s'est avéré après que c'était une des seules athlètes qui s'était acclimatée comme il fallait pour Tokyo. Après chaque entraînement ici, elle passait une demi-heure dans un sauna à 65% de son VO2 max sur l'home trainer pour se préparer pour l'humidité et le chaleur de Tokyo. Donc voilà. Ça a payé. Ça a payé. Sébastien Delagne. C'est quand même une médaille d'argent. Tu as levé les bras, toi, ta médaille. C'était pas pareil, c'était sur piste. Oui, non, d'accord, mais tu les lèves après, je veux dire, pas au moment où tu passes. Une médaille d'argent, on lève les bras. Christine, je voulais juste dire aussi... Je l'avoue. Je voulais juste vous dire aussi une chose par rapport à Arthur Fils, il est en forme, il vient de gagner un 500 là. Il a gagné à Hambourg face au numéro 4 mondial, Alexander Zverev. Allez, on va s'arrêter
Allez-y Sébastien, rapidement. Oui, vite fait, il y a Sainer, le numéro 1 à l'ATP, qui déclare forfait aussi. Hier sur ses réseaux sociaux, il a annoncé forfait hier. Bon, alors, écoutez, on va faire le tour de table de vos coups de cœur et vos coups de gueule dans un instant, mais on est obligé de s'arrêter sur Sud Radio, on fait une pause et on se retrouve juste après ça. Allez, à tout de suite, c'est les vraies voix qui continuent. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h, Christine Bouillot. Jusqu'à 19h, les vraies voix des JO ce soir avec les membres du collectif des championnes et champions français, Marion Cligné, Sébastien Delaine, Pascal Eouzan. Nous avons également la chance d'avoir Alex Darmon avec nous pour parler dans un instant de cette cérémonie d'ouverture. Alors on est à la veille du coup d'envoi véritablement officiel puisque c'est demain que sera allumée la vasque des Jeux Olympiques. Petite question d'ordre politique interne, est-ce que Emmanuel Macron peut tirer profit de cette cérémonie d'ouverture si tout le monde fait waouh à la fin ou au contraire s'il y a le moindre couac, tout ça peut lui tomber dessus. On va voir sur l'image du président de la République la conséquence de cette séquence olympique avec vous et notre invité dans un instant, mais pour l'instant ce sont les JO côté pile et côté face avec Antoine Mazer. Oh, dites, vous avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Antoine. Et oui, cette information qui nous est donnée par nos confrères ce matin de RMC Sport, elle nous fait un petit peu sourire parce qu'il n'y aurait pas assez de nourriture à la cantine du village olympique. Il n'y a pas assez d'œufs. Il n'y a pas assez d'œufs, voilà, des aliments rationnés. Les premiers athlètes se sont installés au village olympique, mais quelques soucis logistiques se sont fait ressentir avant la cérémonie d'ouverture. La cantine est prise d'assaut par les athlètes et même obligée de rationner certains aliments et d'augmenter ses commandes de nourriture. Parmi les aliments les plus demandés que le fournisseur du village olympique a dû rationner pour le petit déjeuner des sportifs, on trouve notamment bien sûr les œufs, des grillades. Il est certain que la gastronomie française est à la hauteur de la réputation dans le village olympique. Alors là, je me tourne vers les sportifs et les Olympiens, Sébastien Delaine, Marion Cligné. La question de la nourriture au village olympique est cruciale chez vous, chez un athlète, j'imagine. Sébastien. Oui. Ah oui, tout à fait, mais on n'a jamais eu de manque. Hein. C'est vraiment quelque chose de... C'est ahurissant d'entendre ça, quoi. Parce que tout le monde n'est pas arrivé. Il y a très peu d'athlètes qui sont sur le site pour le moment du village, donc je m'affole. Le fournisseur a dit qu'ils allaient régler le problème. Ah, j'espère oui, bien sûr, mais il faudrait le régler avant qu'il arrive, quoi. Enfin, je sais pas, mais voilà, donc, avec toutes les quantités de self qu'il y avait et de possibilités de se nourrir à toute heure, j'en ai jamais manqué. Peut-être un peu Atlanta où ça a été un peu limite. Ne critiquez pas la nourriture américaine, Sébastien Delaine. Marion Cligné vous écoute. Alors, moi, je vais te dire un truc. Atlanta, nous, on était logés très loin parce que les épreuves sur route étaient loin. Donc, j'ai pas vécu le self là-bas. Celui qui était magique, c'était en Australie. Tout était frais. Chaque pays avait un cuistot sur place et c'était génial. Par contre, le cauchemar, c'était à Londres. J'étais en tant qu'entraîneur pour le Namibie. Le oatmeal, c'est comment on dit ça en français, de l'avoine qu'on mange le matin. C'était pré-cuit la veille et salé. Et c'était dégueulasse, quoi. Tout était sous vide, déjà préparé. Il y avait rien de frais et ça, j'ai pas trouvé top. Donc c'est la fraîcheur et le déroulement, le changement des plats proposés, c'est super important aussi. Ce que je note, c'est que ça arrive aux sportifs, ça apparemment pas à la délégation du CIO. Non. Non, jamais. Jamais. Ils mangent pas la même cantine, je pense aussi, de ce côté-là. Ça, c'est certain. Un entraîneur australien risque d'être exclu de cette délégation pour avoir souhaité la victoire d'un de ses concurrents sud-coréens en natation. C'est une histoire aussi insolite. La délégation australienne des Jeux Olympiques de Paris 2024 envisage de renvoyer Michael Palfrey, l'un des entraîneurs de l'équipe nationale de natation, car il lui est reproché d'avoir souhaité dans une interview accordée à la télévision sud-coréenne la victoire d'un des concurrents des nageurs australiens. Il a déclaré justement dans cette interview au sujet du nageur sud-coréen: j'espère vraiment qu'il peut gagner, mais j'espère surtout qu'il nagera bien. Je suis très ami avec les entraîneurs et les nageurs australiens, mais j'ai aussi beaucoup aimé entraîner Kim, avant de terminer cet entretien en annonçant Go Korea, qui veut dire aller la Corée. Pour Anna Mares, la chef de la délégation australienne, c'est une erreur grave de jugement. Ce fut une surprise et un choc. Mes premières pensées sont allées aux athlètes et à leur bien-être. Depuis, il a présenté ses excuses, mais pourrait bien retourner en Australie plus tôt que prévu. Ah oui, on va jusqu'au bout. Ah ouais.
Quelle maladresse. Ouais, c'est maladroit. C'est clair. Quelle maladresse. Faire attention à tout ce qu'on dit. Après, c'est confraternel, mais... il est dans le fair play, il s'inscrit dans le fair play, mais il a peut-être fait un peu de trop quand même. C'est la compète quand même. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça très maladroit aussi. Très mal. Une information un peu plus pour les transports, compliqué pour les athlètes. L'équipe de France d'épée homme a été bloquée dans les bouchons ce matin et a mis 1h40 pour faire le trajet entre le village olympique et le Grand Palais où ils découvraient leur site de compétition avant leur entrée en lice dimanche pour la compétition individuelle. Donc là c'était l'entraînement, mais ils espèrent que ça sera réglé pour le jour où ils arriveront sur le lieu de la compétition. Normalement ils ont des accès réservés, il y a des bus réservés, il y a des fils réservés, des chauffeurs réservés, Soit, mais... Ouais. Bon, tant que c'est pour l'entraînement... Normalement, ils sont escortés, je pense. Ils font de la place. Il y a des motards devant, des motards derrière. Sur chaque rond-point, ils coupent. C'est ce que j'ai vécu à chaque jeu. C'était une longue escorte, alors. Il y a une escorte, tout le temps. Moi, je crois que c'était que pour le foot, moi, les escortes. Pas forcément. Oui. Alors... Hier, on était avec Joseph Ruiz, on avait le patron de Île-de-France Mobilité. Il y a le réseau des bus qui est 1000 bus qui sont justement affrétés par Île-de-France Mobilité avec le COJO pour acheminer les athlètes entre les différents sites. Et on finit par une petite note sympathique, romantique, une demande en mariage au village olympique. Et la première membre de l'équipe masculine de handball, l'Argentin Pablo Simonet a demandé en mariage sa compatriote Pilar Compoy au village olympique. Aujourd'hui, elle pratique le hockey sur gazon et bien sûr, elle a accepté. C'est beau. C'est top. Ah ouais. Espérons que ça leur apporte de chance. Marion, c'est pas Pogacar qui va faire ça, puisque sa compagne n'a pas été sélectionnée. Et lui, il a déclaré forfait. Oui, il y a une longue histoire derrière ça. Ouais, voilà, mais c'est beau, bravo. Ouais. Ça leur fera au moins un beau souvenir si des fois ils ratent les jeux tous les deux. Ouais. Il n'y a plus d'œufs, mais il y a un mariage. Voilà. Donc on suivra cette histoire de cantine évidemment sur Sud Radio, mais ça fait partie des petites anecdotes et il y en aura comme ça tous les jours avec vous. Alors on en arrive à vos coups de cœur et vos coups de gueule, mes chers vraies voix des JO ce soir. Vos coups de cœur et vos coups de gueule. Est-ce que Marion, vous pouvez ouvrir le bal? Oui, j'ai un petit coup de gueule avec Monsieur Bach. Je le trouve, c'est peut-être pas le mot approprié, mais je trouve pas d'autre, mou sur le sujet du sport féminin, de protéger la catégorie féminine. Il est pas tranchant sur le sujet. Je pense qu'il faut aujourd'hui créer une 3e catégorie ou 4e catégorie pour les trans, les intersexes ou voilà. Mais là-dessus, il est pas du tout tranchant. Et puis sur les sujets aussi des pays qui peut ou peut pas participer, qui est lui de décider qui a le droit de participer au JO. Donc mon coup de gueule, c'est envers le CIO, voilà, et surtout Monsieur Bach. Thomas Barr, le patron du CIO, le coup de griffe de Marion Cligné. Alors c'est vrai qu'il est attendu demain pour son discours pour la cérémonie d'ouverture. Il a laissé entendre que ça allait vraiment se tourner vers sa volonté de porter une voix pour une trêve olympique, pour la paix dans le monde quelque part. Mais est-ce que cet homme finalement, dans la géostratégie, Alex Darmon, il peut peser, il peut être entendu? Quel est son poids à part organiser finalement une compétition sportive d'ampleur internationale et qui est la plus importante au monde? C'est déjà très bien s'il arrive à le faire correctement, d'organiser cette compétition sportive. Après, son poids politique ou diplomatique, je crois pas vraiment que c'est là qu'on l'attende. Donc demain, son discours va être attendu pour ouvrir officiellement ces Jeux Olympiques, mais pas pour grand chose de plus. Par contre, Emmanuel Macron, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, aura un rôle demain, à mon avis, et une importance importante demain. Oui, pour le monde et pour nous tous aussi. On continue ce tour de table avec vos coups de cœur. Pascal et Ouzan, coup de cœur ou coup de gueule? Non, j'ai 2 coups de cœur. Alors j'en ai un qui est un peu narcissique. Ça sera pour le breakdance parce que moi j'ai fait de la gym pendant 20 ans. En 83 avec des copains, on a monté un groupe qui s'appelait Acrobatic Force. C'est pour ça que j'ai mis un peu le look un peu de breaker. Breaker. Mm-hmm. Et en fait, on a eu un article mercredi, hier, de 2 pages dans l'équipe. Alors, faut savoir que moi, j'ai 23 médailles internationales et 14 titres. J'ai jamais eu plus de 15 lignes dans le truc d'hiver. Et là, je fais pas les Jeux Olympiques. Et avec mes potes, on se retrouve en plein milieu du journal avec 2 pages. C'est énorme. Merci le breakdance.
Et merci l'équipe qui fait aussi un super boulot. Il faut quand même le souligner, nos confrères de l'équipe, nos voisins d'ailleurs. Tout à fait. Merci à l'équipe. Et c'est dire ce que vont être les champions olympiques de breakdance. Ça va être des véritables stars, à mon avis. Ça va être spectaculaire, ça. Ouais. Et le deuxième coup de cœur pour moi qui est beaucoup plus important, c'est je voudrais vraiment dire un mot au sujet de tous ces policiers, tous ces gens qui vont assurer la sécurité pendant plus d'un mois, qui font des horaires de ouf. Donc ils se sont pas mis sur le pied de grève. On va bien les utiliser. Et puis comme ils en prennent souvent un peu plein la gueule, je trouve que c'est bien qu'on leur dise merci. Ouais. C'est 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés rien que pour la journée de demain, pour la cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. L'espace aérien sera fermé sur Paris dans un rayon de 100 km aux environs de 18h30 très précisément, le périph' fermé. Enfin, Paris va être mis sous cloche. Dès 10h, ouais. Dès 10h du matin. Et vous avez vu que le ministre des Transports s'est dédouané? Non, j'ai pas vu. Il y a quelques minutes, en disant voilà, je suis plus responsable de rien. Non. Ah si, je vous promets, je suis plus responsable de rien. Bon courage. En gros, j'ai plus les clés du bureau. Bon week-end. Donc non, mais demain ça va être un calvaire pour les Parisiens et pour ceux qui seront à Paris. Après, moi, j'ai un conseil à vous donner. Depuis le début des Jeux Olympiques, je prends le métro, j'ai pas un seul problème. Oui, ou le vélo. Voilà, ou le vélo. Alors le vélo un petit peu plus quand même parce que vous avez quand même des endroits qui peuvent être bloqués et si vous n'avez pas votre passe, vous pouvez pas passer dans ces endroits. Et demain, je pense que le vélo c'est pareil, ça va être très compliqué, il va falloir être à pied. Mais le métro par contre ne changera en rien demain. Oui, on peut pas sortir à certaines stations, mais ce qui paraît logique puisque au-dessus, toute la durée des JO. Exactement. Et Christine, j'ai oublié de leur associer les militaires, parce qu'en fait ils vont assurer toute la tranquillité des gens, mais en même temps les pauvres ils vont pas voir les jeux quasiment pas. Oui, on pense à eux. Allez, on va s'arrêter un court instant. On va continuer ce tour de table, les coups de cœur et les coups de gueule avec vous, Alex Darmon, Marion Cligny, Sébastien Delaine, Pascal Eouzan. Et ensuite, on ouvrira notre débat avec cette cérémonie d'ouverture. Est-ce que Emmanuel Macron peut en tirer profit politiquement, en termes de politique intérieure, politique extérieure de cette séquence? On va voir ça avec vous, les vraies voix des JO. Notre invité également, Arnaud Benedetti, le politologue, qui va nous rejoindre dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Et on est toujours en compagnie de nos vraies voix des JO. Ce soir, toujours membre du collectif des championnes et champions français. Pascal Eouzan, Marion Cligny, Sébastien Delagne, Alex Darmon, Antoine Mazer. On continue parce que dans un instant, on va parler de cette cérémonie d'ouverture. Et politiquement, est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, peut en tirer profit? Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. On pensait que ça n'allait pas se faire. Il y avait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Finalement, tout va se passer sur la scène dès demain soir, 19h30. C'est un rendez-vous qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais tout à fait exceptionnel en termes de... Là, le mot n'est pas usurpé, en termes d'organisation, de logistique, de mise en scène. On y reviendra dans un instant. Avec aussi notre ami politologue Arnaud Benedetti, qu'on va avoir dans un instant sur Sud Radio. On continue le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule de l'actualité de ces JO, et pas forcément que des JO, mais ça va considérablement tout écraser. C'est la loi du genre à partir du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture. Les coups de cœur et les coups de gueule. On a entendu Marion, on vous a entendu Pascal. Sébastien Delaine, vous êtes, je rappelle, double champion du monde de pentathlon moderne. 4 JO à votre actif. Quelles étaient les infos, coup de cœur ou coup de gueule du jour, Sébastien? Alors, je vais faire comme Pascal, je vais en donner 2. En fait, j'ai un double coup de cœur. Je vais rester positif aujourd'hui. C'est bien. J'ai un coup de cœur, alors un peu facile, vous me direz, mais c'est sincère. J'ai un coup de cœur pour cette émission. Oh, c'est gentil, Seb. Bastien. Depuis le 22, vous nous avez ouvert les portes et on va être là jusqu'à la fin des Jeux. Donc, voilà, pour vous remercier, je crois que c'est la première fois qu'on va voir... qu'on va pouvoir s'exprimer librement, et donc les vraies voix des JO, ça porte bien son nom, l'émission, et je voulais juste le préciser, donc un coup de cœur pour l'émission. C'est l'ADN de Sud Radio, c'est le parlons vrai, et vraiment on donne la parole absolument à tout le monde. Parfois on est critiqué pour ça, mais c'est tellement important d'entendre tous les avis, qu'on soit d'accord ou pas, que ça énerve ou pas, mais c'est parfois déroutant, mais ça fait du bien.
bien aussi, parce que, comme dirait, c'est viril mais correct. Et ça, c'est important, parce que il faut que la parole soit libérée, mais la parole soit aussi maîtrisée. Et ça, c'est essentiel. Avec grand plaisir. Après, on est là aussi pour ça. Et on découvre aussi beaucoup de choses à travers vous, de l'univers du sport, qui est souvent réduit à une simple expression, d'un simple résultat, d'une simple compétition. Il y a tellement d'histoires derrière, et des histoires d'hommes et de femmes. Donc c'est pour ça que cette émission porte le nom des vraies voix des JO. Et en plus, vous donnez la parole à des gens qui sont peu médiatisés, et amateurs et peu médiatisés quand même. Mais enfin, il y a quand même du palmarès derrière, je peux vous dire. Donc voilà, quelques titres olympiques. Mais n'empêche que peut-être, mais n'empêche que ça nous permet de nous exprimer au moment de notre des Jeux Olympiques, qui a été une grosse partie de notre vie. Et puis pour les passionnés du sport, quoi. Oui, et puis ces Jeux Olympiques, qu'on explique à nos auditeurs, vous en êtes quelque part les précurseurs, c'est-à-dire que vous êtes de générations qui ont ouvert des portes, des médailles, des podiums, qui ont suscité des vocations, qui ont fait changer le monde du sport. Oui, tout à fait, ouais, qui ont modernisé et puis posé des revendications pour professionnaliser et faire que le sport aujourd'hui est ce qu'il est, comme n'importe quel acquis social, qui est parfois pas toujours évident à entendre. Donc ça, c'est important. Voilà. T'es en train de dire... mon deuxième. Oui, deuxième. Pardon, le coup de cœur. Non, Christine était en train de dire qu'on était vieux. Bah non, on est de la même génération tous, on n'est jamais vieux. Sébastien. On reste quand même. Et là, alors, le deuxième, on en a déjà parlé, mais c'est forcément le coup de cœur pour Léon Marchand. Voilà, en plus aujourd'hui, pour tout vous dire, et là à l'instant, je viens de recevoir au moment de la pub, je viens de recevoir les places que les parents m'ont gentiment offert à ma femme et mon frère. Sympa. Donc voilà, je viens de les recevoir, j'ai le téléphone face à moi et il y a la mère de Léon qui m'écrit voilà, les places sont disponibles sur ton adresse mail, etc. Voilà. On rappelle, Sébastien, coup de cœur pour Léon Marchand, qu'on va suivre évidemment. Les dauphins du TOEC aussi, coucou à ce club mythique de la natation toulousaine et française. Mais donc ces heures de passage, c'est samedi ou c'est dimanche? Je me souviens plus très bien, Antoine. Dimanche, le 404. Dimanche, le 404, il me semble. Ouais. J'y serai que le jour du 200 de nage. Moi. Donc, effectivement, je me suis pas intéressé exactement à l'heure. Je sais que le jour même, je vais le suivre. Mais là, je l'ai pas en tête. Voilà. Après, je peux regarder, mais je crois que c'est le dimanche. Ouais. Ouais, la natation qui est... 400 de nage. Antoine. Exactement, le 404 nage, les séries le 28 juillet, dès 11h, finale à partir de 20h30, le 200 papillons, les séries le 30 et 31 juillet, dès 11h, la finale à partir de 20h30. Pour le 200 mètres brasse, les séries le même jour, la finale à partir de 20h30 également. Ça va se jouer normalement en 40 minutes d'écart entre les deux finales, donc ça peut être énorme. Le 200 mètres 4 nage, les séries le 1er et le 2 août, à 11h, la finale à 20h30, et la dernière épreuve, le relais le 4x100, la série le 9 août, dès 11h. Et la finale le 10 août à partir de 20h30. Sébastien, on fera un petit retour avec vous la semaine prochaine. Comment il est, comment ça s'est passé. Avec plaisir. Non, mais dites pas qu'on est coupé. Non, pas du tout. On n'est pas coupé. On vous entend très bien. Bon, d'accord, pardon. Je veux pas partir. Alex Darmon, un petit coup de cœur. Oui, écoutez, moi c'est un coup de cœur pour un documentaire que j'ai vu en début de semaine sur Marie-Josée Pérec, qui s'appelle Marie-Jo, le documentaire réalisé par Marc Sauvourel. Et ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un documentaire. Voilà, moi j'adore le sport, j'adore les docs, c'est mon métier à la base. Et je trouve que le documentaire, et je vous le dis à vous qui êtes des champions et qui avez participé à des Jeux Olympiques, on a tous aimé, on a tous adoré Marie-Josée Pérec, sans savoir vraiment pourquoi. Pour moi, parce que j'étais petit, on savait que c'était une championne hors norme. Et quand vous regardez ce documentaire, il y a tout. Il y a les frissons, il y a la performance, il y a la politique. Il y a aussi l'époque dans laquelle elle a vécu et sur le fait que c'était une femme noire et qui était insultée, maltraitée parce qu'elle était noire et qu'elle était juste championne, mais en fait elle était bien plus que ça. Et ce documentaire est vraiment fabuleux, je le recommande à tout le monde. Il s'appelle Marie-Jo et il est sur MyCanal et ça vous donne envie à la fin que Marie-Josée Pérec demain soir allume la flamme olympique. Ça serait tellement mérité. Oui. Franchement. On se souvient de ce qui lui était tombé dessus quand elle avait quitté la compétition. En Australie. Et ça fait l'ouverture du documentaire. Et ça tient le fil rouge du doc, mais il y a une séquence qui est magnifique dans ce documentaire, c'est quand elle reçoit la lettre de Jacques Chirac
président de la République, lorsqu'elle est aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, qui la félicite et qui dit qu'elle a fait rêver la France. Et ça, c'est fabuleux qu'un président de la République lui écrit ça, qu'elle ait gardé la lettre et qu'elle la lit face caméra. Franchement, je le recommande parce que, je vous dis, dans ce documentaire, il y a tout. Il y a le sport, il y a le social et il y a la France, simplement. On se souvient de ces images quand de souffrance et elle était au sommet, elle est descendue si bas. Et elle en parle, elle raconte pourquoi et c'est vrai que tout le monde ne le sait pas et c'est intéressant de découvrir pourquoi elle a quitté l'Australie. Elle a beaucoup souffert derrière parce qu'elle s'est effacée, elle est sortie du monde du sport, on la voyait plus après. Elle avait besoin d'air. C'est une obligation qu'elle soit la dernière porteuse de la flamme demain, Alex, demain. Ah, moi j'adorerais, mais en même temps j'adorerais que ce soit Zidane, donc je sais pas. Chacun duo. Ah ouais, ça serait super. Alors moi, super. Tous ces gens-là, ça me dérange absolument pas, mais j'aurais adoré aussi que ce soit peut-être le plus vieux médaillé olympique ou la plus vieille médaille olympique vivante, un truc comme ça, quoi. Il a été relayeur de la flamme hier dans effectivement, il a 100 ans. Je vais retrouver son nom. Sébastien et Marion, pour terminer sur cette partie-là, Marie-Jo Pérec doit obligatoirement être celle qui porte la flamme olympique. La dernière. Marion. C'est un très bel symbole. Moi, j'ai cru comprendre que c'était justement un duo qu'elle le faisait avec Zidane, mais bon, peut-être j'ai mal lu, mais pourquoi pas. Ça serait magique. Marie-Claire Estou et Cathy Fleury étaient énervés que Zidane n'était pas à Marseille, donc il sera peut-être à Paris pour allumer la vasque. Ah ouais, c'est super quand même, Zidane. Sébastien Delaigne. Moi, je dis que ce serait vraiment mérité et que si c'est pas elle, ils ont intérêt de trouver quelqu'un à sa hauteur, quoi. Et je vois pas là. Sur toutes les, depuis que je suis les Jeux et depuis que je suis tout jeune, je vois pas qui peut à Paris ne pas, la remplacer. Ouais. C'est un tel palmarès et c'est effectivement un tel exploit et un symbole. Un symbole énorme. Un symbole, ouais. Bon, si vous le voulez bien, on va s'arrêter un court instant. Si c'est l'heure, on va faire le grand débat. Nous, on enchaîne tout de suite. Non, on fait une petite pause et on se retrouve avec notre deuxième débat, cette cérémonie d'ouverture. On va parler un peu politique quand même, parce qu'il y en a beaucoup aussi autour de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris demain soir. Tous les voyants sont au vert, disent les organisateurs. Le préfet de police de Paris a dit ce matin, la dernière répétition au Trocadéro s'est très bien passée. C'était donc hier soir. Mais est-ce que du coup, Emmanuel Macron peut en tirer profit de cette cérémonie d'ouverture dans un sens comme dans un autre? On va voir ça dans un instant avec nos vraies voix des JO. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et les vraies voix des JO sur Sud Radio pendant toute la durée de la compétition avec le collectif des championnes et champions français. Ce soir, Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux de 96 et 2000. Sébastien Delaigne, double champion du monde de pentathlon moderne. 4 JO à son actif. Et également Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling et président du collectif des championnes et champions français. Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, le ministre qui ne devait pas l'être. On l'entend plus, monsieur Dupond-Moretti, là. Non, mais il a pas fait longtemps qu'il faut qu'il dise. Je pense qu'il a rien à dire en ce moment. Il gère les affaires courantes. Il gère les affaires courantes, oui, il y travaille. Vous avez une confirmation? J'ai confirmation. Il peut se passer des choses graves. Lui, en tout cas, est sur le pont. Ça, c'est certain. Ça m'étonnerait qu'il abandonne le navire comme ça en partant en courant. C'est un fan de sport, d'ailleurs, le ministre pas trop, de garde des Sceaux. Il aime la corrida, ça on sait. Voilà. Moi, j'aime pas, donc on n'en a pas parlé. Par contre, on avait parlé un peu de football quand même avec le ministre, notamment quand j'avais suivi pour les régionales le RC Lens remontait en Ligue 1. À ce moment-là, c'était il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans. Et donc c'était le début. Il supporte Lens. Il vient du Nord. Il est né juste à côté. C'est la guerre, Lille-Lens. Mais il est plus pour Lens que pour Lille. Faut pas être pour les deux. Non, parce qu'en fait, son cousin, c'est Jean-Guy Wallem. Dire. Son cousin, c'est Jean-Guy Wallem, qui était une légende du Racing Club de Lens et qui était venu le voir plaider. Cette cérémonie d'ouverture, demain, tous les voyants sont au vert, on vous le disait, pour que ce spectacle qui doit commencer à 19h30 jusque sur les coups de 23h, une cérémonie qui est inédite dans l'histoire de l'olympisme. Jamais une cérémonie d'ouverture ne s'était faite en dehors d'un stade. Alors, on a tout dit sur cette cérémonie d'ouverture, que ça n'était pas possible. Il y a des problèmes de sécurité d'abord qui se sont imposés aux autorités françaises et aux organisateurs, ainsi qu'à toute l'opération et
mais à toute l'équipe qui est chargée sur le plan chorégraphique de l'organiser, faire une file indienne de 80 bateaux, ça ne s'est jamais vu sur la Seine. Il y a des problèmes de sécurité, il y a eu des problèmes de logistique, il y a eu des problèmes aussi, donc on se demandait si la Seine n'allait pas être trop haute à un moment donné parce qu'il a beaucoup plu. Bref, on s'est dit à plusieurs reprises qu'il fallait un plan B, un plan C, un plan D. Ben non, cette cérémonie d'ouverture se déroulera bien demain soir sur la Seine. Petite question géopolitique, il y a des indiscrétions aussi, Antoine Mazer, qui circulent avec des noms de stars qui vont défiler tout au long de la soirée, à commencer par du côté de la musique, de celles ou ceux qui vont prendre le micro pour chanter. Et oui, on l'a entendu beaucoup, ça a fait des débats, ça a fait beaucoup parler, il y a eu énormément de polémiques, notamment autour de son nom, ça a enflammé les débats. C'est Aya Nakamura qu'on a entendu dans un petit reportage, peut-être... Interprète Fly, c'est un de ses tubes, c'est un de ses hits, Aya Nakamura. Alors peut-être qu'on... là, on explique à nos auditeurs, c'est un petit bout d'extrait pris au téléphone qui circule sur les réseaux sociaux, mais elle est avec un orchestre symphonique. Exactement. Donc on se doute que demain soir, elle devrait chanter cette chanson qu'on connaît. Fly, qui veut dire voler en anglais, et qui est une de ses plus belles, elle le dit dans une interview, une des chansons qu'elle est le plus fière, et sûrement peut-être la surprise qu'on risque de l'entendre chanter demain. Également, on en parlait tout à l'heure, Céline Dion, donc finalement, qui est arrivée à Paris, qui risque de chanter, Lady Gaga également, Philippe Catherine serait également de la partie, et l'une des révélations françaises de ces dernières années, Juliette Armanet. Alors ces Jeux Olympiques, c'est une semaine décisive, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, il l'a répété en boucle ces derniers jours, ça fait des années que nous travaillons à ça et nous y sommes. Cette semaine est donc décisive pour la France, a dit le chef de l'État lors de son interview mardi soir à la télévision, son interview avant l'ouverture de la session olympique. Arnaud Benedetti, bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Alors cette cérémonie d'ouverture et cette séquence olympique qui s'ouvre, mais en tous les cas la réussite, le succès de cette cérémonie, est-ce que ça peut bénéficier, est-ce que Emmanuel Macron peut en termes politiques en tirer profit? Un événement sportif de ce type, qui est un événement planétaire, c'est potentiellement a priori fédérateur, rassembleur. Ça permet parfois de prendre de la distance et de la hauteur pour un chef de l'État ou pour un chef du gouvernement. Là, le problème, c'est qu'on se trouve en France dans une situation politique que l'on connaît, une séquence particulièrement difficile, et même, je dirais, plus qu'une séquence, une période totalement inédite sous la Ve République, après une double élection européenne et législative, qui a quand même sonné comme un échec pour le président de la République, même si, in fine, il est parvenu, notamment grâce à son Premier ministre, à sauver peut-être plus que prévu une partie de son bloc de parlementaires. Mais il n'en demeure pas moins que, si vous voulez, ça sera quand même très compliqué pour le président de la République, compte tenu du contexte, de pouvoir profiter, comme il essaye vraisemblablement de le faire, des Jeux Olympiques comme un levier pour rebondir. Alors, il s'en sert manifestement comme un levier pour gagner du temps dans une crise politique qui, pour l'instant, est loin d'être résolue. Mais est-ce que c'est suffisant ensuite pour lui permettre, d'une certaine manière, de rebondir? La question reste ouverte. Vous savez, le sport est éminemment politique, qu'on le veuille ou non. En tout cas, les politiques l'utilisent comme un objet de communication, comme un objet parfois de propagande, mais ça fonctionne surtout dans les régimes qui ne sont pas démocratiques, en général. Enfin, ça donne l'impression de fonctionner dans les régimes qui ne sont pas démocratiques. Dans les démocraties, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Oui, c'est une séquence qu'il souhaite. Certains lui disent, et il espère en tous les cas que après cette dissolution, si jamais ça se passe bien, il espère que en bénéficier. Mais si ça le moindre couac en tous les cas, il peut emporter tout le poids également, Arnaud Benedetti. Oui, alors en effet, il y a le contexte de ces Jeux Olympiques qui ont été l'objet de nombreuses controverses, de nombreuses polémiques, qui d'ailleurs continuent et qui demeurent malgré tout. Et il est évident que si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, il faut souhaiter bien évidemment qu'elles se déroulent de la meilleure manière qui soit et de la manière la plus optimale. Si elles ne se déroulaient pas comme
comme prévu, évidemment, inévitablement, la responsabilité de l'État serait pointée. Et évidemment, celui qui aujourd'hui porte cette responsabilité au plus haut niveau, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Donc il y a évidemment, si vous voulez, une forme d'exposition du président de la République à travers cet événement, d'autant plus que nous nous retrouvons dans une situation, encore une fois, tellement atypique sous la Ve République. Il faut quand même se rendre compte que la France aujourd'hui ne dispose plus de gouvernement, même s'il y a un gouvernement qui gère les affaires courantes, mais j'allais dire sur un plan politique, ce gouvernement a une responsabilité qui reste fortement limitée du fait que aujourd'hui il n'y a pas un gouvernement de plein exercice dans un moment qui est un moment en effet difficile à organiser. Un événement comme les Jeux Olympiques, c'est un événement qui nécessite la mobilisation de tous les moyens de l'État, qui nécessite d'avoir justement un gouvernement qui soit en mesure de pouvoir travailler pleinement. Là, en l'occurrence, évidemment, la situation politique qui est la nôtre rend beaucoup plus difficile cet exercice. Arnaud Benedetti, vous restez avec nous. Les vraies voix là ce soir, les vraies voix des JO. Sébastien Delaine, est-ce que le président peut en tirer profit? En tous les cas, est-ce qu'il peut aussi tirer vers le haut, j'allais dire, la France du sport? Est-ce que vous l'espérez? Enfin, comment vous voyez les choses? Est-ce que ça peut être sa réussite si tout se passe merveilleusement bien jusqu'à la fin de la compétition? Alors, concernant la personne ou l'identité, j'espère effectivement que ça va changer les choses. Maintenant, se servir de l'outil des jeux pour tirer profit, je pense pas que ce soit non plus judicieux. On n'attend pas là, quoi. On n'attend pas qu'il se serve des jeux pour changer de fusil d'épaule, j'ai envie de dire. Mais voilà, qu'il nous prouve ailleurs ce qu'il est capable. Voilà, je pense que c'est pas les jeux qui vont lui permettre d'être ou de redorer son blason. J'ai pas l'impression, moi. De renouer un lien avec les Français. Pascal Héouzan. Moi, je pense que si c'était son but, il s'est gouré parce que, comme le disait ce matin sur BFM, la com des JO, elle était plombée par l'impasse politique dans laquelle on est, par le marasme politique qu'il y a juste avant les Jeux et qui l'a provoqué. Et moi, je pense que, connaissant un peu le monde sportif, on lui en voudra un petit peu. Donc, c'est pas une affaire de cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose d'artistique, c'est quelque chose d'imaginaire. Hein. Je pense qu'il pourrait plus se servir des résultats des JO. Si effectivement on faisait 80 médailles, il pourrait dire vous avez vu, c'est grâce à moi parce que j'ai mené une politique pendant 5 ans où j'ai favorisé l'entraînement des sportifs de haut niveau. Mais il faut mais il faut qu'il fasse le record. Il faut qu'il batte le record de 43 d'Atlanta. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc le rapport qu'il peut y avoir entre un président de la République et ses sportifs, et là je pense que mes collègues, mes copains plutôt me démentiront pas, c'est que ça s'inscrit dans le temps et dans la durabilité. On a tous adoré Jacques Chirac parce que Jacques Chirac, il était près de nous tout le temps. À chaque compétition, on avait un télégramme. Tout à l'heure, tu en as parlé. Un appel à la famille. Et on en parlait encore le lundi dernier. Il y avait un ministre pendant 5 ans. Enfin, il y avait une vraie politique du sport. Enfin, Jacques Chirac, c'était un fan des sportifs, quoi. Faut le savoir, quoi. Il adorait les sportifs. Il adorait les champions. Il se réveillait pas au dernier moment. Non. Sébastien. Il nous recevait à l'Élysée en dehors des événements, quoi. Il nous recevait à l'Élysée pour un repas avec des têtes d'affiche de chaque sport, parce qu'il voulait profiter de ce moment-là. Et ses chargés de com nous le disaient, ou ses conseillers nous disaient, essayez d'éviter de le faire traîner, parce qu'il a quand même un emploi du temps assez chargé. Mais il voulait pas partir, quoi. Il était minuit, il restait avec nous. Donc, il voulait nous laisser l'Élysée il voulait nous laisser l'Élysée. En fait, les conseillers nous disaient, on va vous laisser, vous restez une petite demi-heure, 1 heure, et vous partirez après, mais laissez-le partir, quoi. Il voulait pas partir. Moi, je vais vous raconter une anecdote où je l'ai rencontré comme ça de visu. Donc, c'était à la mairie de Paris. C'était pour le départ de Alain Prost, sa fin de carrière. Donc, il avait invité tous les sportifs et forcément tous les grands noms du sport. Et moi, je me retrouvais avec Emmanuel Pindat et Philippe Ribou et tous ces champions qui étaient quand même des stars du sport français. Et moi, je sortais de mon accident. J'avais eu un accident très grave. Je venais juste de revenir en compétition et de commencer à remarquer les premiers résultats. Et quand il est venu devant moi, je lui ai dit, écoutez, il fait la bise à Pribou, etc. Enfin, c'est très proche. Et puis moi, je lui ai dit, monsieur le président, vous devez pas savoir qui je suis.
Il me fait, comment ça, je sais pas qui vous êtes, monsieur Pascal Héouzan, vous êtes un exemple pour la jeunesse, vous avez eu un très grave accident, vous êtes revenu et tout ça. Et hop, il prenait à témoin les autres et vous étiez devant lui au garde à vous. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un donc il connaissait, qui s'intéressait. Il connaissait ses fiches. Ce rapport aux sportifs et au monde sportif, est-ce que le public doit, on le sent aussi, j'imagine, et c'est Alex Darmon. Est-ce que ce lien aussi, Emmanuel Macron, il a eu un peu là, parce qu'on l'a beaucoup critiqué aussi, sa façon, par exemple, d'embrasser Mbappé, de s'octroyer tout ça, cette espèce de... Emmanuel Macron, il a un rapport au sport qui est très important. Il est pour l'Olympique de Marseille, tout le monde le sait. Et il a un rapport au sport très important. Et dès qu'il peut venir à une finale de compétition sportive nationale, il vient. Il se fait siffler d'ailleurs. Et demain, Emmanuel Macron, il va quand même jouer beaucoup de choses au niveau national et au niveau international. Je vous rappelle une chose. En septembre dernier, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Il a ouvert la Coupe du Monde de rugby sous les sifflets. Et pour avoir parlé avec pas des proches du président de la République, mais de la majorité en tout cas, il voulait pas avoir cette image-là demain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc peut-être que dans sa tête, la dissolution, je dis pas que c'est ça qui a motivé la dissolution, mais peut-être que dans sa tête, il s'est dit aussi, il y a un événement qui arrive, je veux pas que les Français me sifflent, je veux pas être sifflé le soir de cette cérémonie d'ouverture, il faut que je réagisse. Voilà. Et il a mal réagi, ça c'est une analyse politique, il a mal réagi, mais en tout cas, pour lui, la cérémonie de demain va vraiment beaucoup compter. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, politologue, merci les vraies voix des JO ce soir. Pascal Héouzan, Marion Cligné, Sébastien Delaine, je vous embrasse tous les trois. On va se retrouver demain. Alex Darmon, merci Alex. Antoine, nous on se retrouve dans moins de 2 heures maintenant. Dans moins de 2 heures, absolument. 21h pour suivre cet avant-match entre l'équipe de France et l'Argentine. Le quart de finale historique déjà pour l'équipe de France qui n'a jamais atteint ce statut-là de la compétition et qui jouera face à peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la planète rugby à 7, l'Argentine. Coup d'envoi à 21h30, mais bien sûr tous nos spécialistes. Daniel Herrero sera avec nous tout à l'heure à partir de 21h sur Sud Radio. Merci chère vraie voix, je vous dis à demain bien sûr pour les vraies voix des JO dès 17h. Très bonne soirée. Dans un instant vous avez retrouvé Joseph Ruiz avec les JO dans tous leurs états sur Sud Radio juste après l'info. Très belle soirée. On se retrouve à 21h en direct pour suivre ce quart de finale des JO en rugby à 7. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.